Bonjour à tous. L'invité des Échos ce matin est député La République En Marche et auteur d'un rapport sur l'avenir de l'audiovisuel public. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Alors vous venez de publier un rapport avec 40 propositions sur la manière de réglementer la télé dans le futur. Alors le contexte, c'est que la ministre de la Culture prépare une loi audiovisuelle pour le printemps 2019 et vous faites des propositions pour aider, j'allais dire sauver peut-être la télévision qui aujourd'hui subit la vive concurrence des GAFA, les Netflix, Amazon, dont on voit qu'en France ils produisent de plus en plus de contenu. Quelles sont les mesures urgentes que vous préconisez pour améliorer les ressources de l'audiovisuel en France ? On a besoin en effet de renforcer les acteurs historiques parce que la loi aujourd'hui qui réglemente l'audiovisuel, elle a mon âge, elle date de 86, sauf qu'il y a eu un bouleversement, voire des bouleversements majeurs technologiques, d'usage, des nouveaux entrants. Depuis que cette loi a été promulguée, elle a été révisée 80 fois. Donc l'idée, c'est pas de faire une énième révision, mais c'est de se dire que là, il y a une urgence en effet à agir, comme vous le dites, notamment sur les ressources des acteurs historiques. Je pense notamment à toutes les règles qui encadrent la publicité. Aujourd'hui, on a un carcan qui est extrêmement fort. On interdit par exemple la publicité dite segmentée et géolocalisée pour les chaînes, alors que de fait, elle existe quand vous êtes sur Facebook ou sur Google. Donc, on a une inéquité. Donc, toute l'idée du rapport, c'est de se dire comment on arrive à avoir des règles du jeu qui permettent de mettre à armes égales les acteurs historiques qui financent la création, qui créent de l'emploi aussi en France, et TF1, puis France Télévisions, notamment, les radios également, et puis les nouveaux entrants qui doivent être une chance pour la création et la diversité culturelle, mais qui doivent aussi y contribuer en France. Alors, c'est pas facile de réformer une loi audiovisuelle parce que finalement, cette loi de 86 qui réglemente l'audiovisuel, elle gère certains équilibres entre différents médias. La mesure que vous venez de formuler sur la publicité géolocalisée qui est aujourd'hui interdite sur les chaînes de télévision traditionnelles, eh bien, elle peut avoir des conséquences. J'ai un rapport de France Pub qui estime notamment les pertes à 130 millions d'euros pour la presse, 60 millions d'euros pour la radio et 95 millions d'euros pour la publicité extérieure si une telle mesure venait à être adoptée. C'est quand même dommage de pouvoir favoriser certains types de médias comme la télévision au détriment d'autres secteurs comme la presse écrite. L'objectif, c'est pas de réallouer l'investissement publicitaire entre les acteurs historiques. C'est de se dire qu'aujourd'hui, en France, de fait, l'investissement publicitaire, il stagne depuis 10 ans. On a eu une chute brutale 2007-2008 et depuis 10 ans, ça stagne. Mais au sein de ce marché, progressivement, les investissements se sont réalloués au profit du digital. Donc, ce n'est pas les acteurs historiques qui en ont profité. Et typiquement, aujourd'hui, dans les arbitrages des annonceurs, quand ils font des arbitrages, eh bien, c'est moins entre la radio, la PQR ou la télévision qu'entre chaque média et le digital. Et c'est vraiment le cas, notamment pour les TPE, les PME, qui font de plus en plus d'achats publicitaires sur Facebook, voire sur Google, au détriment de ces acteurs historiques. Donc à force de se dire on va protéger des secteurs historiques et on va interdire cette concurrence, bien, finalement on ne les a pas protégés. On a bien vu que l'investissement publicitaire dans la PQR s'est progressivement effondré, mais on a empêché des acteurs de se développer. La publicité géolocalisée, c'est pourtant le seul segment de croissance dans la publicité pour la PQR, c'est ce que disent les journaux régionaux. Oui, mais la difficulté, encore une fois, quand vous regardez les chiffres depuis 10 ans, c'est que l'investissement, en général, dans la PQR, il s'est progressivement effondré. Et malgré la présence de ce qu'on appelle les fameux secteurs interdits de publicité à la télévision. Donc ça n'a pas permis de protéger la PQR. Par contre, ça a probablement, certainement même, affaibli la télévision par rapport à des nouveaux entrants qui, eux, n'ont pas les mêmes règles du jeu. Donc l'idée, c'est pas de défavoriser l'un au profit de l'autre, c'est bien d'augmenter l'investissement publicitaire dans notre pays. Ça passe notamment par la publicité segmentée. Et après, moi, je recommande pas d'ouvrir tous les secteurs interdits. Typiquement, la promotion de la grande distribution à la télévision, là, j'estime que ce serait quelque chose de trop dangereux pour notamment les radios et la PQR. Alors, les télévisions sont heureuse aujourd'hui de voir que certains verrous pourraient être levés à la faveur de cette nouvelle loi audiovisuelle.
Vous parliez vous-même, il y a quelques secondes, de l'affaiblissement de la télévision. Pour autant, je constate, en regardant les derniers chiffres de l'IREP, l'Institut de recherche publicitaire, que la télévision, c'est quand même finalement l'un des médias qui souffre le moins par rapport à la presse écrite, par rapport à la radio. Leurs chiffres, leurs recettes publicitaires sont même en légère croissance sur les 6 premiers mois. Est-ce que finalement, il y a une si grande urgence à aider la télé? Est-ce que finalement la télé est vraiment disruptée par les GAFA aujourd'hui? Oui, clairement, elle l'est. Et elle le sera de plus en plus. Parce qu'on a des nouveaux entrants qui ont une telle surface à la fois de nombre d'abonnés, surface aussi d'investissement potentiel, que de fait notre télé elle est concurrencée. Ce qui signifie évidemment qu'elle doit se réformer, et ça c'est nécessaire. C'est pour ça que je pense aussi qu'il faut rénover ses infrastructures, que la TNT n'est pas morte à partir du moment où un quart des Français, c'est leur seul moyen de réception aujourd'hui de la télévision, que je pense qu'il faut que la télé puisse par exemple programmer des films de cinéma et pas qu'il y ait encore des jours où ça leur soit interdit. Donc il y a évidemment un carcan à desserrer progressivement, une réforme à faire, mais ça passe aussi par plus de recettes, parce qu'encore une fois, il y a toute une chaîne de financement derrière qui est impactée. Quand le chiffre d'affaires de nos télévisions augmente, c'est aussi derrière l'investissement en faveur de la création qui augmente, production audiovisuelle, nos séries, nos documentaires, et aussi production du cinéma. Donc tout ça, c'est lié. Là où les GAFA, aujourd'hui, leur chiffre d'affaires n'est pas taxé pour financer la création. Et c'est tout l'enjeu, encore une fois, de remettre à armes égales. Et il faut, à la faveur notamment demain de transpositions de directives européennes qui sont importantes, qu'on fasse en sorte que les GAFA, qui profitent des contenus, de fait, parce que sans contenu, ils n'existeraient même pas, participent au financement de ces contenus. Alors, il faut remettre les équilibres à leur juste place, comme vous dites, mais il faut aussi, ça ne suffira pas en fait, une seule loi ne suffira pas, il faut aussi des initiatives de la part des acteurs traditionnels de la télé. On a vu récemment France Télévisions, M6, TF1 s'allier pour créer une nouvelle plateforme qui s'appelle Salto, qui sera un petit peu le Netflix de la télévision française, sur laquelle ils veulent mettre leurs programmes à eux et faire payer le téléspectateur. Est-ce que ça n'arrive pas un peu tard, cette plateforme? En fait, ça, c'est un peu un travers français. C'est-à-dire que pendant des années, on a plaidé pour se dire qu'il faudrait que l'audiovisuel, que ce soit public ou privé, arrive à travailler ensemble et créer une plateforme. Et au moment où elle va être lancée, on se dit finalement, est-ce que c'est pas un combat déjà perdu d'avance? Moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est un beau signal que nos chaînes soient en capacité de s'associer et de créer une plateforme unique. La question, évidemment, c'est les contenus. Est-ce qu'il y aura des contenus exclusifs sur cette plateforme? Quel sera le coût? Est-ce qu'il y aura du cinéma de rattrapage? Justement, notamment sur les moyens alloués pour cette plateforme qui sont nettement moindres par rapport à ceux de Netflix qui dépensent des milliards dans les contenus. La plateforme, elle a vocation à consacrer un budget de quelques millions d'euros seulement. Est-ce que ça peut marcher? On a quand même un catalogue qui est extrêmement important. Quand on regarde la production audiovisuelle, cinématographique à laquelle contribuent TF1, M6, France Télévisions, on voit bien quand même l'attrait que ça peut générer chez le téléspectateur demain. Et d'ailleurs, on voit bien que Netflix, son principal attrait, c'est sur les séries, c'est son catalogue de séries, bien plus que sur son catalogue cinéma. Donc je pense qu'en alliant à la fois leur savoir-faire, mais en alliant aussi leur catalogue et leurs investissements demain, je pense qu'on peut avoir une plateforme qui est extrêmement attractive. Puis je vois aussi des choses qui sont positives. Quand par exemple France Télévisions s'associe avec des grands groupes audiovisuels publics européens pour se dire on va enfin faire des coproductions européennes qui vont se déployer à l'échelle de notre continent, clairement c'est un investissement en création qui est assez unique et qui permet de toucher à la fois au cœur de ce qu'est l'identité probablement européenne, mais qui à mon avis aura aussi plus d'attrait peut-être que certaines séries Netflix. Merci beaucoup, Aurore Berger. Merci à vous.